Les frissons de l'arbre, un podcast généalogique par Murmure d'Ancêtre. Challenge AZ, partie 4. Chapitre T. Triste histoire. Triste histoire. Oui, bien triste. Nous étions chez Honoré, un voisin du quartier qui avait connu Henri lorsqu'il était jeune, dans les années 1940. Henri était âgé d'une soixantaine d'années, bien sonné à l'époque. Honoré était aujourd'hui un vieillard, tout en rondeur, un nuage de cheveux blancs saupoudrait son crâne. Des yeux doux, parfois un peu taquins, les pommettes roses, des joues bien remplies. La douceur l'environnait d'une aura bienfaisante. Vous souvenez-vous de l'incendie qui a ravagé la maison d'Henri en 1938 ? Bien sûr, comment pourrais-je l'oublier ? Une nuit, vers la mi-avril, il était 3 ou 4 heures du matin. Nous avons été réveillés par des cris dehors. Mon père était déjà debout, tout habillé. Il nous a simplement dit « Une maison brûle un peu plus haut ». Depuis notre domicile, on voyait le ciel se parer de sinistres lueurs rougeoyantes indiquant un incendie. Ma mère ne voulait pas qu'on quitte la maison, mais avec mon grand frère, on aurait loupé ça pour rien au monde. Dès qu'elle a eu le dos tourné, on s'est faufilé à l'extérieur et, caché par l'ombre des bosquets, on a été assister au spectacle. Et oui, pour les gosses que nous étions, c'était plus une fête qu'un drame. Je suis désolée de dire ça, ajouta-t-il en me regardant. Je lui fis signe qu'il était tout pardonné et l'invitai à poursuivre. D'ailleurs, nous n'étions pas les seuls. On a vu quelqu'un d'autre sous les bosquets, mais on n'a pas vu son visage. Sans doute un autre gamin du quartier qui avait filé en douce comme nous. En train de prendre des notes sur ce récit passionnant, effroyable bien sûr, mais passionnant, je ne prêtai pas attention à cette remarque anodine et enchaînai avec la question suivante. Les habitants du quartier sont-ils venus, comme votre père, pour lutter contre l'incendie ? Oui, bien sûr. Une chaîne humaine s'est formée pour arroser l'incendie avec des seaux d'eau. Ce n'était pas très efficace, mais au moins ils ont réussi à limiter les dégâts. Au petit matin, la maison fumait encore, mais le feu ne s'était pas propagé aux autres habitations. Faut dire, la maison d'Henri était en briques, ça joue. L'incendie se propage moins vite. C'est sans doute ce qui l'a sauvé. La toiture, par contre... Et Henri, vous l'avez vu ? Oui, il avait pris la direction des opérations pour coordonner les secours. Enfin, c'est ce qu'il nous a semblé de notre point de vue, car on n'entendait pas ce qu'ils se disaient. Leurs paroles étaient couvertes par le bruit infernal du brasier. C'est fou ce que ça fait comme bruit, un incendie. Vous avez déjà entendu ça, mademoiselle ? Dans un sourire, je lui répondis. Non, heureusement, non. Alexandre intervint. Et sa femme, à Henri, vous l'avez vue ? Attendez voir que je me souvienne. Non, je ne crois pas. Il n'y avait que des hommes cette nuit-là. Pas de chemise de nuit, ajouta-t-il avec un sourire entendu dans le regard. Elle n'était pas là ? Où était-elle ? Ça, je ne l'ai jamais su. Que sont devenus Henri et Ursule après l'incendie ? Je crois qu'ils sont allés habiter chez l'un de leurs enfants. Chez la Germaine, je crois. On voyait Henri régulièrement. Il venait déblayer la maison et récupérer ce qui était encore en état. Henri ? Henri seul, pas avec Ursule ? Je saurais pas dire, mais je n'étais pas devant la maison en permanence à tout surveiller. Bien sûr. Et qu'est-ce qui avait provoqué cet incendie ? On n'a jamais vraiment trop su. Certains disent qu'il est parti de la cuisine à cause d'un feu de cuisson mal éteint. Mais je ne sais pas. Il y a eu du dégât quand même, et une sacrée frousse, parce que nous, dans notre bosquet, on n'en menait pas large. C'était drôlement impressionnant. Finalement, on est rentré chez nous la queue basse, sans se pavaner, je peux vous dire. C'était bien triste, cette histoire. Oui, bien triste. Une autre tasse ? Je rempilai pour un second chocolat chaud, préparé à l'ancienne, qui fondait dans la bouche comme un nuage parfumé. Tandis que je me délectais, Honoré commenta. On n'en fait plus des comme ça, hein ? C'est ma mère qui le préparait de cette manière. Et encore, je ne le fais pas aussi bien qu'elle. Un petit gâteau pour aller avec ? Me demanda-t-il en tendant une assiette pleine de sablés ronds et dorés comme des soleils. Je déclinai les astres blonds pour demander ensuite. Et son arrestation ? Vous l'avez vu, son arrestation ?
Eh non, je n'étais pas là. Mais on en a parlé, bien sûr, vous savez ce que c'est. Pouvez-vous m'en dire plus? Eh bien, c'était pendant la guerre, en 42 ou 43 peut-être. Une Nova 4 noire est venue se garer devant la maison, à ce qu'il paraît. Deux hommes en sont sortis, ils ont été chercher Henri et sont repartis tout de suite. Ça n'a pas duré 5 minutes. Mais ne me demandez pas pourquoi ils sont venus. Ça, je peux pas vous dire. Honoré était du genre à ne pas colporter les ragots, et c'en était presque regrettable en l'occurrence. Ça m'aurait bien aidé. À mon avis, il ne disait pas tout, mais je ne parvenais pas à déterminer si c'était par politesse ou pour garder par devers lui des éléments troublants. Comment était Henri dans votre souvenir? C'était un homme assez secret, plutôt fier, mais il ne se mélangeait pas trop aux autres. Oh, poli, attention, hein, je ne veux pas dire, mais réservé. Il aimait bien que tout soit comme il l'avait décidé, ça je m'en souviens. Il boitait, vous saviez? Je fis oui de la tête. Peut-être que c'était à cause de ça qu'il n'aimait pas trop se mêler aux gens, une sorte de timidité à cause de son infirmité. Il n'avait pas fait la guerre à cause de sa claudication. Certains le lui ont reproché, bien sûr, mais il y a toujours des mauvaises langues pour dire n'importe quoi sur n'importe qui, hélas. Enfin, j'osai poser la question qui me brûlait les lèvres. Et Ursule? Comment elle était? Non, comment est-elle morte? Et quand, le savez-vous? Honoré fouilla sa mémoire. Non, ça je peux pas dire, je ne m'en souviens pas. Je suis désolée. Ce n'est pas grave, dis-je en dissimulant ma déception du mieux que je pouvais. Honoré me regarda un moment avant de déclarer. Vous me faites penser à lui. À lui? Oui, des gestes, une attitude. Mais je ne l'ai pas connu. Il faut croire que ceux que nous avons aimés et qui ont disparu demeurent présents par des attitudes qui se transmettent de génération en génération. Leur mémoire demeure dans les gestes des vivants. Nous avons encore bavardé un moment, mais Honoré ne m'apprit plus rien de plus sur l'histoire d'Henri. Chapitre U. Une nouvelle virée aux archives s'impose. Une nouvelle virée aux archives s'impose. J'en avais beaucoup appris sur Henri et son environnement en venant fouler sa terre, mais je n'avais pas trouvé la clé du mystère principal, quand et pourquoi Henri avait assassiné sa femme. Je signalai donc par un SMS rapide à Charlotte que je revenais aux archives et que si elle avait un moment à m'accorder, elle me trouverait en salle de lecture. Alexandre déclara qu'il avait d'autres obligations et qu'il ne pourrait pas m'accompagner. C'est donc seul que je me rendis à Damary-les-Lys. Le trajet me permit de réfléchir à nouveau à cette histoire. Tandis que je marchais en direction du bâtiment des archives, je sentis un picotement sur la nuque, comme l'impression d'être observé. Je me retournai mais ne vis personne. Je repris ma route et ne vis pas la silhouette aux souliers vernis reprendre sa marche derrière moi. Arrivé aux archives, je voulais explorer plusieurs pistes. Je demandai les premières cotes, et pour patienter, je me plongeais dans les inventaires à la recherche de nouveaux éléments pour faire rebondir mon enquête. Un archiviste vint me signaler aimablement que mes documents étaient arrivés et avaient été disposés à l'emplacement qui m'était dévolu. Je le remerciai et pris la direction de ma table. C'est ce jour-là aux archives que se produisit une anecdote que je n'aurais probablement pas retenue sans les événements qui ont eu lieu peu après. Debout devant ma place, un homme se trouvait en train d'examiner avec soin les registres qu'on avait déposés pour moi, cherchant visiblement une chose bien précise. C'était un petit homme aux yeux vifs et à la mine chafouine. Comme j'arrivais à sa hauteur, il releva brusquement la tête, surpris. Il afficha une mine déconfite, comme s'il venait d'être pris en faute, et balbutia quelques mots d'excuse. Quelques secondes suffirent néanmoins pour qu'il retrouve son assurance et passe son chemin. C'est à la pause déjeuner que je retrouvai Charlotte. Désolée, je n'ai pas eu une minute à moi ce matin. Mais tu as bien fait de venir. Alcide Bodin a réapparu. Alcide Bodin? Ce nom ne m'était pas inconnu, mais je ne parvenais pas à le remettre. Le responsable de l'association généalogique locale. Tu sais, je t'en avais parlé. Ah oui, ça me revient maintenant. Et donc, il est là? Oui. Tu lui as parlé de l'affaire? Tu penses, c'est un archiviste contrarié. Ses parents l'ont obligé à reprendre le commerce familial, mais il n'a jamais aimé ça. Du coup, il passe tous ses temps libres ici, où ses talents et ses aptitudes se sont épanouis.
Il compile les classes avec gourmandise. Je crois qu'il a lu absolument tous les documents conservés dans ce bâtiment. Je te le présenterai tout à l'heure. En attendant, allons manger. Après le déjeuner, Charlotte tint sa promesse. Elle rentra avec moi et me conduisit vers le petit homme qui s'était intéressé de si près à mes documents le matin même. Elle fit les présentations. Je ne sais pourquoi, je ne relevais pas son indélicatesse du matin. Charlotte lui rappelait le contexte de l'affaire qui nous occupait, et je brossai un portrait rapide d'Henri et sa famille. Il travaillait essentiellement pour Roubaix, celui qui possédait les tuileries et briqueteries de Morcerf, si ma mémoire est bonne. D'un ton mielleux, il releva. Mais oui, votre mémoire est excellente. Des archives vivantes. On prendrait sans doute plaisir à vous feuilleter. Déjà que je n'appréciais guère le petit homme et ses regards gênants, mais là, j'eus carrément un haut le cœur. Je regardai discrètement Charlotte, qui étouffait un rire derrière sa main. Bon, je vous laisse discuter, j'ai affaire. À plus tard. Je lui lançai un coup d'œil désespéré, mais elle s'éloigna en riant. Surmontant mon aversion pour la fouine, j'acceptai le café qu'il me proposait. Charlotte vous a parlé de ce meurtre que nous ne retrouvons pas. Elle m'a dit que cela vous évoquerait peut-être des souvenirs. Vous avez trouvé quelque chose? Oui, bien sûr. Le meurtre n'en était sûrement pas un. Quoi? À compter de cet instant, l'intérêt de mon vis-à-vis ne faiblit plus. Aussi longtemps qu'il voudrait me parler, je ne répugnerai plus à l'écouter. Voyons, mademoiselle, si vous entendez des sabots, vous pensez cheval, pas zèbre, n'est-ce pas? Oui, mais rien du tout. S'il n'y a pas de trace de meurtre, c'est qu'il n'y a pas de meurtre. C'est aussi simple que cela. Mais j'ai retrouvé des traces, justement, des lettres de dénonciation, des rapports de police, des courriers officiels. Eh bien, je ne sais pas d'où vous tenez vos sources, mais sachez que la Seconde Guerre mondiale est une époque que j'ai spécialement étudiée. J'ai dressé des notes particulières pour chaque dossier jugé compromettant, de sorte que si un dossier venait à disparaître, c'est plus fréquent qu'on ne le croit, hélas, je conserverai par devers moi le dossier d'origine, sans mensonge ni fausseté. Puis-je vous demander où vous avez trouvé ces documents? Ils m'ont été donnés par une connaissance qui les tenait lui-même de son grand-père. Ce grand-père, aujourd'hui décédé, avait été un voisin d'Henri. Il faut revenir aux recherches premières. Passer au crible l'ensemble des éléments, les trier, les classer, et peut-être aussi les mélanger. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle, nous allons dénouer cette pelote de laine. Il n'existe pas de verrou qui n'ait sa clé. Voyons voir. Tout au long du trajet du retour, je m'étais échinée à trouver un lien cohérent à cette affaire, ou non-affaire, en vain. Qu'avait-on loupé? Je me plongeais dans mes pensées. Un mot prononcé par Alcide, mais lequel, avait éveillé un écho en moi. Hélas, je ne parvins pas à m'en souvenir. Revenu chez Alexandre, je lui exposai les découvertes du jour et l'hypothèse d'Alcide Bodin. Un faux, mais n'importe quoi. Et d'abord, qu'est-ce qu'il en sait, lui? Ce n'est qu'une hypothèse. Écoute au moins ce qu'il a à dire. C'est ridicule. Mais tu ne trouves pas ça bizarre, toi, que cette histoire incroyable ne ressorte nulle part? Tu as raison, c'est une histoire incroyable. Mais ce n'est pas parce que ça ne te plaît pas que ce n'est pas vrai. Tu n'y peux rien. L'histoire est implacable. Et parfois féroce. Nous ne pouvons qu'en hériter et la respecter. Soudainement, il se força à sourire et pivota sur ses talons. Le dîner sera bientôt prêt. Tu dois avoir faim. Un silence pesant régnait sur notre table. Rien à voir avec l'ambiance des jours précédents. Une migraine commençait à poindre. J'avais envie d'aller me coucher. J'avais besoin d'être seule pour réfléchir calmement aux événements du jour. Mais l'atmosphère étant ce qu'elle était, si je montais maintenant, je devrais quitter Alexandre sur un conflit larvé, et cela ne ferait qu'empirer les choses. Je dus me faire violence pour trouver des sujets de conversation insignifiants et tenter d'apaiser le climat avant de monter. Une fois dans ma chambre, je réfléchis posément à la situation. Je savais qu'Alexandre était un homme de passion et de conviction, sûr de suivre le chemin qu'il pensait être le bon. Mais s'il avait tort, si Henri n'était coupable de rien depuis le début et qu'Alexandre avait simplement refusé de le voir. Il était si facile de se leurrer quand on était persuadé d'un fait.
Chapitre V. Vol, jalousie, adultère. Vol, jalousie, adultère? Les mobiles ne manquaient pas. Seul l'argent ne semblait pas être en cause. Allongé sur mon lit mouvant, j'avais trouvé une position qui, bien que précaire, était à peu près stable. Je faisais le point sur ce que j'avais appris ces derniers jours. À peine installé, Sosa surgit. Après de prudents détours, il se mit en devoir de me renifler d'un air suspicieux. L'examen ayant dû être concluant, il s'allongea près de mon épaule et me donna de petits coups de tête sous le menton. Je le caressai d'une main distraite, ce qui enclencha aussitôt un volumineux ronronnement de satisfaction. Je ne savais pas par où commencer, mais la confusion de mes sentiments me bouleversait. En l'espace de quelques mois, toutes mes certitudes s'étaient envolées. D'une personne ordinaire, j'étais devenue la descendante d'un assassin. Aujourd'hui pourtant, tout semblait indiquer qu'Henri n'avait commis aucun crime, mais qu'on avait ourdi cette machination pour le faire plonger. Qui lui en voulait à ce point? Qu'avait-il fait pour mériter ça? Un lien ténu, mais sans doute décisif, devait relier ces faits les uns aux autres. Hélas, il m'échappait encore. Le lendemain, je décidai de retourner une dernière fois aux archives. J'y retrouvai Alcide Bodin. Il me proposa de se pencher sur les archives judiciaires pour confirmer son hypothèse. Le but de notre recherche du jour était donc de ne rien trouver. Les voies de la généalogie sont impénétrables. Bon, déjà, mettons-nous d'accord sur le vocabulaire. L'homicide est le fait de tuer un homme. Mais on distingue le meurtre, c'est-à-dire tuer sans préméditation, de l'assassinat, lorsque l'homicide est prémédité. Un crime est une action considérée comme très grave par la loi. On utilise aussi le terme crime pour désigner un homicide, mais tous les crimes ne sont pas des homicides. Par exemple, le viol, la torture, le vol sont qualifiés de crimes. Le meurtre est en général puni de 30 ans de réclusion criminelle. L'assassinat, quant à lui, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Tous deux sont des crimes passibles de la cour d'assises. La cour d'assises, c'est une cour jugeant uniquement les crimes les plus graves, c'est-à-dire encourant une peine de plus de 10 ans. Elle comporte la cour proprement dite, le président et ses assesseurs, et un jury. La cour d'assises ne siège pas en permanence, les procès sont regroupés en sessions. Pour chacune d'elles, on tire au sort les jurés parmi les personnes de plus de 23 ans figurant sur les listes électorales. Je te passe les détails de la finalisation du jury. Ok. Maintenant, les protagonistes. Les magistrats sont les personnes qui rendent la justice. Il en existe deux catégories, les juges et les procureurs. Parlons d'abord du procureur, ou de ses substituts. Il représente le ministère public, qu'on appelle aussi le parquet, c'est-à-dire l'autorité chargée de défendre l'intérêt de la collectivité et l'application de la loi. Il intervient en majorité pour des affaires pénales. Dans le cas d'un crime, le procureur est obligé d'ouvrir une information judiciaire qu'il confie au juge d'instruction. Le juge d'instruction, lui, est indépendant du ministère de la Justice. Il est chargé d'instruire, c'est-à-dire de rassembler les preuves, quand une infraction est commise. Pour cela, il s'appuie sur des enquêteurs de la police. Une fois l'enquête terminée et un suspect trouvé, le juge d'instruction le met en examen et éventuellement en détention provisoire. Le procureur reprend alors le dossier et le met en forme pour qu'il aille à l'audience. En cas d'homicide, aux assises. On parle de magistrature debout, puisqu'à l'audience, les procureurs se lèvent pour s'exprimer. Contrairement aux juges, qui font partie de la magistrature assise, car ils exercent leurs fonctions dans cette posture. Je comprends. Le juge d'instruction est une spécialisation, tout comme d'autres sont juges aux affaires familiales ou juges d'application des peines. C'est ça. Tous les juges font partie de la magistrature du siège. De même, il existe différents types de procureurs en fonction de leur rang hiérarchique. Avocat général, procureur général, substitut du procureur, etc. Ensuite, au tribunal, il y a l'avocat. C'est un juriste dont les fonctions sont de conseiller, représenter, assister et défendre ses clients. La partie civile, ou demandeur, est la personne qui s'estime victime, soit d'une infraction,
à propos de laquelle une action publique a été déclenchée par le ministère public, soit d'un préjudice, pour lequel une juridiction civile a été saisie. Enfin, il y a le juge du siège, qui est chargé de trancher les litiges opposant les parties ou plaideurs. Ça va toujours? Oui, je te suis. Mais quelles sont les différences entre contravention, délit et crime? A. La contravention est l'infraction la moins grave, où la peine encourue est inférieure à 3 000 € d'amende. Le délit est la catégorie intermédiaire. Il est, comme le crime, défini par la loi et jugé par un tribunal correctionnel. Le crime, on l'a vu, est l'infraction la plus grave. Et là, dans les archives, on a les pièces du tribunal civil et du tribunal correctionnel. Quelle est la différence? Comme je te le disais à l'instant, le tribunal correctionnel juge les affaires les plus graves. Le tribunal civil juge les affaires civiles. Merci. Pardon, je n'ai pas pu m'empêcher. Les affaires civiles concernent les conflits juridiques entre deux parties, appelés le plaignant et le défendeur. Le droit civil est le droit applicable à tous les citoyens. Il est omniprésent dans la vie quotidienne, car il concerne toutes les étapes de la vie d'une personne. Naissance, travail, vie familiale, consommation, etc. Ok, c'est plus clair pour moi. Dire que je me gave de séries policières depuis des années et que je n'ai jamais prêté attention à tout ça avant. Attention, là on parle de la justice en France. Rien à voir avec d'autres pays comme les États-Unis par exemple. C'est noté. Parfait. Donc les archives judiciaires se trouvent en série U, pour ce qui concerne les affaires modernes, soit après 1800. De mémoire, c'est la série B pour les affaires antérieures à 1800. C'est ça. Et en série L pour la période révolutionnaire. Les archives judiciaires sont assez rarement en ligne, mais on y viendra certainement. Comme pour les notaires, nos ancêtres faisaient assez souvent appel à la justice. Demande de dommages et intérêts, nomination de tuteur ou de curateur, litige de la vie quotidienne. La première étape consiste à consulter les tables. Elles permettent de trouver le nom de la personne et le motif de la condamnation. Parfois, il faut passer par un second registre, appelé rôle judiciaire, qui permet de découvrir le numéro de la chambre qui a prononcé le jugement, ainsi que la date à laquelle il a été rendu. Oui, c'est le cas à Paris. J'ai déjà effectué une recherche auprès du tribunal de la Seine. Et ça, c'est pour le tribunal correctionnel ou civil. Mais il y a aussi les tribunaux de commerce, les conseils des prud'hommes, etc. Tout un monde merveilleux dont on n'a pas idée, ajouta Alcide en souriant. Et pour chacune de ces juridictions, on peut trouver des décisions du tribunal. Arrêt, jugement, référé, ordonnance. Mais aussi des dossiers de procédure. Procès-verbaux de police, déclaration de témoins, procès-verbaux de séance du tribunal. Et si on faisait des travaux pratiques maintenant? Je ne suis pas trop s'il y avait un sous-entendu dans cette phrase. Quoi qu'il en soit, nous avons passé les heures qui suivirent à éplucher les répertoires en tout genre, sans trouver aucune mention d'Henri. Plus tard, Charlotte nous rejoignit. Ensemble, nous avons passé au crible toutes les pièces du dossier. De temps en temps, Charlotte et Alcide se concertaient à mi-voix, montrant là un détail de calligraphie, là une ombre sur le papier. Enfin, ils relevèrent la tête et Alcide déclara « Pour moi, cela ne fait aucun doute, ce dossier est faux. » Chapitre W. Whisky, il me faut un whisky. Whisky, il me faut un whisky. Je rejetai les couvertures, espérant noyer mon insomnie dans l'alcool. La pleine lune éclairant suffisamment, je décidai de me passer de lumière. Discrètement, je descendis l'escalier, en prenant soin de ne pas faire craquer les marches. Dans le salon, je fouillai le bar à alcool et me servis un verre. C'est équipé de ces munitions que j'allais m'enfoncer dans un fauteuil club confortable, les pieds sur la table basse. Alcide et Charlotte m'avaient convaincu. Examinées en détail, les pièces du dossier révélaient des traces de falsification irréfutables. Ce pouvaient être des couleurs d'encre légèrement différentes, des formes de lettres tapées à la machine un peu plus rondes, ou des papiers vieillis artificiellement. Bonne facture, avait jugé Alcide. Les documents ont été réalisés à partir de véritables pièces.
C'est ce qui a permis de se laisser abuser si facilement. Abuser si facilement. Les mots d'Alcide étaient tombés comme un coup près. Et pour couronner le tout, mon téléphone se mit à vibrer. C'était un message de Charlotte. En un oui laconique, elle confirmait mes pires intuitions. Oh oui, la recherche qu'elle avait faite pour moi avait donné des résultats. Mais pas ceux que j'espérais. Tout s'écroulait autour de moi. Le premier SMS fut suivi aussitôt d'un second. Je viens au plus vite. Tout en posant mon verre vide sur la table basse, je ne cessais de retourner tout ça dans ma tête. Je finis par me frotter le visage d'un geste rageur et me levai. J'errais longtemps dans la pénombre, ne sachant comment donner suite à ces dernières révélations désastreuses. Du bout des doigts, j'effleurais le mobilier émaillé de post-it. Je me coulais silencieusement d'une pièce à l'autre. Mon exploration m'amena dans la cuisine. Je m'aperçus que la faim me tenaillait. Je me préparai un encas sur le pouce et rangeai tout soigneusement derrière moi. Mais mon estomac était tellement noué que je fus incapable d'avaler quoi que ce soit. Je jetai mon sandwich à peine entamé dans la poubelle et quittai la cuisine. Derrière moi, au fond du couloir, une silhouette immobile m'observait. Après mon passage, sa paire de souliers vernis quitta l'ombre protectrice et sans faire plus de bruit qu'une paire de chaussons, se glissa à ma suite. Revenu dans le salon, ignorant tout de cette présence inquiétante, je m'approchai de la cheminée. Une succession de visages m'observaient depuis leur cadre photo, témoins de temps oubliés. Aucun n'avait de post-it. Du doigt, je reliais par un fil invisible un bébé, une noce au grand complet, un visage buriné par les ans, tous prêts à être jetés à la poubelle. Envahi par la nostalgie, mon doigt courait sur le manteau de la cheminée, quand soudain je ressentis une brusque douleur. Je m'étais pris le doigt dans quelque chose. J'aspirai le sang qui perlait au bout de mon index, tout en essayant de déterminer ce qui avait pu me blesser. Sur l'arrière de la cheminée, une brique était légèrement descellée, et un petit quelque chose dépassait à peine entre les joints. C'était un fragment de papier, fin et aiguisé comme une lame. Je me morigénais en silence, déplorant d'être aussi fragile, et de me couper ainsi sur un morceau de papier aussi insignifiant. Au début, je crus que les maçons avaient étoffé leurs joints de papier, genre béton armé, papier armé, mais non. La languette glissait toute seule si on tirait dessus. Ce que je fis délicatement. Je m'aperçus que la brique derrière laquelle elle se cachait n'était pas scellée. À force de patience, je réussis à la déloger. Elle révéla une cavité dans laquelle se trouvaient des pages soigneusement pliées. Je sortis le tout et replaçai la brique. Installé dans le fauteuil qui avait si bien accueilli ma pause alcool, j'examinais mon énigmatique découverte nocturne. Soudain, un bruit me fit sursauter. Je me retournai et... Souza, tu m'as fait peur. Tu es fou d'apparaître comme ça, sorti de nulle part. Je tentai de calmer les battements de mon cœur par une caresse féline. Le matou se frotta à mes jambes et repartit dans la nuit. Mon attention se reporta sur ce que j'avais entre les mains. Un ensemble de feuillets jaunis par le temps, mais en assez bon état, d'après ce qu'il ressortait d'un premier examen. Je les étalai sur mes genoux avec précaution. C'était une longue lettre signée d'un certain Gaston Croisy. Ce nom évoquait quelque chose dans ma mémoire, et il me fallut un moment de réflexion avant de me souvenir qu'il s'agissait de l'un des enfants accueillis par Marie-Louise, la mère d'Henri. Je commençai la lecture de la fine liasse, non sans une certaine émotion, consciente que je tenais là sans doute un témoignage de première main sur le mystère planant autour d'Henri. Je lus la lettre dans un état second, me décomposant un peu plus à chaque ligne. Il manquait plusieurs pages, mais ce qui avait été conservé était bien suffisant. Par ailleurs, j'étais heureuse d'être seule pour prendre connaissance des révélations de ce document, tant elles étaient intrigantes. Entre mes mains, c'était un véritable message d'outre-tombe. Je ne savais pas comment réagir à cette confession. Je repliai soigneusement les feuillets et les remis dans leur cachette. Que faire maintenant? Compte tenu de tout ce que j'avais appris, il me fallait agir rapidement. Bien sûr, au milieu de la nuit, cela restait compliqué. Je décidai donc de regagner ma chambre et de me lever à la première heure le lendemain matin. Soudain, je perçus une respiration. Je n'étais pas seule dans la pièce. Lentement, je me retournai. Une silhouette était là, qui m'observait. Toute la partie supérieure du corps restait dans l'ombre. Seuls ses souliers vernis brillaient sous la lune.
Tétanisé, je reconnus immédiatement l'observateur de l'autre nuit. J'étouffai un cri. Une voix sourde, déformée par la haine, résonna dans le silence de la nuit. « Il a fallu que tu t'en mêles, que tu ailles là où tu ne devais pas aller, comme ton Henri, ce sale fouineur. Vous êtes tous de la même engeance, des rats, c'est tout ce que vous êtes. » J'eus du mal à reconnaître la voix, tant l'aversion et la férocité altéraient le timbre ordinairement doux d'Alexandre. Atterré, je ne parvenais pas à articuler un son. Alexandre, quant à lui, continuait sa diatribe. Maintenant, sa voix était pleine de hargne, enlaidie par le ressentiment. Son teint prit une couleur pourpre. Je ne pus rien trouver à répondre. Les mots se bousculaient dans ma tête et aucun n'était assez fort pour exprimer l'horreur qui me saisissait. Je fixai Alexandre comme si j'avais devant moi une apparition diabolique surgie des entrailles de la terre. Il avait perdu toute son humanité et sa bienveillance. Tout prenait sens à présent. Les mots se bousculaient dans sa bouche pleine de fiel. Brusquement, il poussa un long cri lugubre et sauta vers moi, les mains en avant. Je l'évitai juste au moment où il allait me saisir au niveau du cou. Je plongeai sur le côté, tandis que lui, déséquilibré, tombait en avant. J'en profitai pour me précipiter vers la porte. Jamais la maison ne me parut aussi grande et aussi hostile. Quand enfin j'approchai de la porte d'entrée, je vis du coin de l'œil un éclair blanc. Ce n'est qu'en entendant son cri de douleur que je compris que c'était mon chat Sosa qui avait tenté de faire barrage, fragile obstacle dressé devant la fureur d'Alexandre. D'un coup, il l'avait balayé et envoyé rouler dans la nuit noire. Cela n'avait pris qu'une seconde et avait à peine ralenti Alexandre. Les larmes perlant aux paupières, j'atteignis enfin la porte. Je l'ouvris et me retrouvai au milieu du chantier, laissé à l'abandon par les ouvriers partis en vacances. À la dernière seconde, j'évitai des tuyaux en plastique, je contournai une brouette et faillis déraper sur une bâche translucide, pâle reflet de lune. Tournant soudain à droite, je contournai l'échafaudage appuyé sur la façade et me précipitai vers les profondeurs du parc. Derrière moi, j'entendis le pas d'Alexandre, qui gagnait du terrain. Chapitre X. XXX, la lettre X pour corriger. Coulommiers, 3 novembre 1942. XXX, la lettre X pour corriger. Quoi? Corrigez enfin, Kerrigan, corrigez! Vous comprenez bien qu'il ne doit pas rester des fautes sur ces feuillets. Allez, tapez XXX et recommencez. Oui, monsieur. Et finissez ce rapport au plus vite, Corolan. Moi, je rentre. Oui, monsieur. Kergogan resta seul dans la petite pièce du commissariat pour taper le rapport de l'affaire de Morcerf. Bien sûr, Abel Pochet avait conclu au meurtre de la femme Macréo par son mari. Lui n'en était pas si sûr. Était-ce parce qu'il était breton, comme Ursule, qu'il avait de la sympathie pour Henri? De la sympathie pour un suspect. Ah, il commençait bien la carrière dans la police. Si l'inspecteur Pochet savait ça. Pourtant, contrairement à son supérieur, il ne pouvait sauter de la tête que l'affaire n'était pas si simple. Que faire? Il resta immobile un long moment, comme figé dans sa réflexion. Un détail l'avait frappé au cours de l'enquête avec l'inspecteur. Il désespérait de ne pas pouvoir le retrouver. Sa mémoire avait beau passer en revue ses conversations, la lumière ne jaillit pas. Il décida de laisser agir son esprit tout en faisant autre chose. En général, cela donnait de bons résultats. En attendant, il n'aurait qu'à taper le rapport Pochet. Ce qu'il fit. Le bruit des touches faisait comme une lente mélopée. Il n'était pas très rapide à la frappe, qui peu à peu l'hypnotisait. Tout d'un coup, il eut une fulgurance. Ça y est, je sais ce qui s'est passé, et pourquoi Henri Macréo ne peut pas être coupable. Tout s'imbriquait dans sa tête. Mais pour ne pas faire d'erreur, il voulut se remettre dans l'ambiance. Il descendit donc au sous-sol, où avait eu lieu le premier interrogatoire Macréo. Il faisait froid, l'air sentait le renfermer. Aucun son ne lui parvenait, hormis l'écho de ses propres pas prudents. Pourtant, l'atmosphère lui semblait fébrile, habitée. Était-ce le désespoir et la peur qui s'accumulaient là depuis des décennies? Frissonnant, il chassa son appréhension et se força à repenser à cette journée-là.
Immobile, collé au mur comme la première fois, il se refit la scène dans sa tête. Au bout d'un moment, il dut se rendre à l'évidence. Mais oui, c'est ça! Ne souhaitant pas rester plus que de rigueur dans ce sous-sol lugubre, il remonta en vitesse. Il mit une nouvelle feuille, vierge, pour taper son propre rapport. Pour être tout à fait sûr de ne pas commettre d'erreur, il suivit à nouveau le fil de sa pensée. Bon, écartons d'emblée une affaire liée au climat actuel. Quoi qu'en dise la première lettre de dénonciation, il y a fort peu de chances que le type soit un résistant. Rien ne l'indique en tout cas. Donc, si l'on part du principe que le meurtre de la femme Macréo n'a rien à voir avec ça, il est évident qu'il faut envisager d'autres mobiles. Les drames familiaux, passionnels, les querelles domestiques, la jalousie, que sais-je encore. Pour cela, il faut s'intéresser davantage à la victime, à ses habitudes ou aux changements qui ont pu intervenir dans sa vie ces derniers mois. L'inspecteur Pochet ne s'y est pas attardé. Mais moi, je pense que c'est là le cœur de l'affaire. Oui, oui, oui. Tout d'un coup, il s'aperçut d'un fait si énorme qu'il se demanda pourquoi il ne l'avait pas vu jusqu'à présent. Il n'y avait pas de corps, après tout. Si l'enquête avait été diligentée, c'est juste parce qu'ils avaient reçu les lettres anonymes. Des lettres comme il en arrivait des dizaines chaque jour. Alors oui, d'accord, Macréo était un type qu'on avait envie de coffrer. Il était plutôt hautain et n'avait jamais dit clairement où était sa femme. Mais cela ne voulait pas dire qu'il l'avait tuée. Il pouvait y avoir une multitude d'endroits où elle pouvait être. Finalement, Macréo n'avait-il pas donné lui-même la raison de son silence? La famille, c'est important, plus que tout. Et les apparences aussi, de toute évidence. Un type comme ça n'éliminerait jamais sa femme. Trop risqué. Par contre, il pourrait bien taire le fait qu'elle avait filé avec un autre. L'affaire de Morcerf, c'était tout simplement qu'il n'y avait pas d'affaire. Enfin, plus exactement, pas de meurtre. L'insistance avec laquelle on avait orienté les forces de l'ordre vers ce type indiquait quand même que quelqu'un lui en voulait. Macréo était encore dans une cellule, quelque part sous ses pieds. Discrètement, il descendit une deuxième fois et se dirigea vers les geôles délabrées au fond du couloir. « Pourquoi n'avez-vous pas déclaré sa disparition ?» Surpris, Macréo le regarda. Il lut dans ses yeux que le jeune homme savait. Pour lui laisser de l'espace, le temps qu'elle fasse le point sur sa situation, sur ce qu'elle envisage de faire. Il lui est déjà arrivé de partir quelques jours comme ça. Mais là, elle n'est pas revenue? Henri secoua la tête. Mais pourquoi ne l'avoir pas dit? Et avouer que la femme que j'avais si ardemment désirée n'était pas celle qu'il me fallait? Que je ne pouvais pas la contrôler? Qu'elle se jouait de moi? Quelle honte! Ça, jamais! Vous savez qui a envoyé ces lettres? J'ai ma petite idée. Mais vous ne le direz pas. À nouveau, Macréo eut un geste de dénégation. Et Kergogan tapa un autre rapport, bien différent du premier. Maintenant, il avait les deux versions devant lui. À gauche, la première, celle de l'inspecteur Pochet. À droite, celle qu'il venait de taper, la sienne. Mais laquelle donner au commissaire? Le plus sage, évidemment, ce serait de donner celle de son supérieur, la première version. Oui, mais d'après lui, ce serait une grave erreur que d'inculper Henri Macréo, car il était persuadé qu'il était innocent. Il était tellement absorbé dans sa réflexion qu'il n'entendit pas arriver le commissaire. « Eh bien, Kergogan, vous dormez ou quoi ?»« Non, commissaire. »« C'est le rapport de l'affaire Macréo ?»« Oui, commissaire. » Le commissaire se pencha au plus près du visage de Kergogan. « Mais lequel, Kergogan, lequel? Je vois deux rapports ici, non ?» Ses yeux inquisiteurs semblaient le transpercer. Le jeune policier était au supplice. Lequel choisir? Le commissaire ne le laissa pas sur le grill plus longtemps. D'une main preste, il prit le rapport de droite, celui qu'il avait identifié comme étant la version de Kergogan. Le jeune homme voulut protester, indiquer que ce n'était pas celui-là qu'il fallait prendre. Le commissaire l'arrêta d'un signe. Le silence s'installa, qui sembla interminable au petit blondinet. Enfin, avec un sourire au coin des yeux, le commissaire lui demanda sur un ton professoral. « Alors, Kergogan, vous avez bien regardé Pochet comme je vous l'avais conseillé ?»« Oui, monsieur le commissaire. »« Faites-moi plaisir, alors. Ne faites jamais comme lui ou vous deviendriez un mauvais enquêteur. »
Chapitre Y. Youp, le sol se dérobait sous mes pieds. Youp, le sol se dérobait sous mes pieds. Au même moment, je sentis les mains d'Alexandre se refermer sur moi. Pris dans son élan, nous basculions tous les deux en avant. J'entendis un bruit sourd juste avant notre chute. J'étais paralysée tout autant par le poids d'Alexandre que par la peur qui me clouait au sol. Je sentis un filet gluant couler dans ma nuque. Épouvantée, je crus reconnaître un filet de sang. Mais ce n'était pas le mien. Alexandre ne bougeait toujours pas. C'est alors que j'entendis des pas se rapprocher. Quelqu'un se penchait sur moi. Je reconnus les yeux de la fouine. Je dois avouer que jamais je ne fus aussi contente de sentir ses yeux cauteleux posés sur moi. « Tout va bien ? Oui, je crois. » Faisant basculer Alexandre, Alcide Bodin m'aida à me relever. « Mais que s'est-il passé ?» Au même instant, Charlotte nous rejoignit, légèrement essoufflée, une mèche de cheveux lui tombant dans l'œil. « Tu te rappelles, après mon SMS, je t'avais dit que je venais ? Je n'allais pas te laisser seule avec ce malade après ce que j'avais découvert. J'ai amené du renfort avec moi, ajouta-t-elle en désignant Alcide. Surveillez-le, il faut que je trouve de quoi l'attacher. Sur le chantier, tu trouveras bien une corde. Je passai une main sur ma nuque. C'était bien du sang. Charlotte récupéra un morceau de tuyau ensanglanté. Alcide est un fameux tireur. J'ai été plusieurs années de suite champion de fléchettes, précisa celui-ci, souriant, en revenant avec la corde. Eh bien, vous êtes plein de surprises. Alexandre fut ficelé soigneusement, tandis que Charlotte appelait la police. Sa blessure était sans gravité, il était juste étourdi. Bon, je crois que nous avons chacun une des pièces du puzzle. Si on s'asseyait tranquillement pour reconstituer l'ensemble du tableau. Alcide et Charlotte soutinrent Alexandre jusqu'au salon, tandis que je faisais un léger détour par le couloir. J'y retrouvai Sosa blessé, une côte cassée sans doute, mais vivant. Alors, mon garçon, si vous nous expliquiez pourquoi vous avez fait ce faux dossier, car c'est bien vous qui avez falsifié ces pièces, n'est-ce pas? Et qui êtes-vous, puisqu'Alexandre Brassade n'a jamais existé, comme je l'ai découvert, précisa Charlotte. Alexandre refusait de parler. Je pris donc la parole à sa place. Bon, je crois que je peux vous expliquer. L'histoire commence bien avant le début de cette année 2020. Il faut remonter jusqu'en 1874. Cette année-là, Marie-Louise Macréo donne naissance à son second fils, Henri. Il n'y aura pas d'autre enfant dans la fratrie. Mais Marie-Louise a encore beaucoup d'amour à donner. Elle accueille donc des enfants chez elle en nourrice. C'est ainsi qu'en 1890, on lui confie Gaston Croisy. Gaston Alexandre Croisy. Sa famille habite à une quinzaine de kilomètres au sud, à Marle-en-Brie. Sa mère, Henriette Fleuresca Leclerc, n'a pas survécu à la naissance de son 7e enfant. Sa fille aînée, la sœur de Gaston, Berthe, vient de se marier avec Alexandre Caumont, un jardinier de Dijon. C'est lui qui a entendu dire que Marie-Louise accueillait des enfants. Il fait donc le lien entre les familles Croisy et Macréo. Ce qu'il ne sait pas, en revanche, c'est que Gaston va tisser des liens particuliers avec Marie-Louise, la mère qu'il n'a jamais eue. Alcide et Charlotte m'écoutaient en silence. Même Alexandre semblait être attentif à ce que je disais. Je repris le cours de l'histoire. Mais Gaston grandit, et son père a besoin de bras à la ferme familiale. Il rapatrie le garçonnet. Celui-ci se retrouve alors dans un nouveau foyer où il ne connaît pas l'amour. Dès qu'il le peut, il s'échappe des griffes paternelles pour retrouver la douce et aimante Marie-Louise. C'est là qu'il considère qu'il a son véritable foyer. La rivalité qu'il entretient avec Henri, le fils du sang, ne parvient pas à gâcher ce sentiment. Cependant, un jour le père Croisy ramène son fils à la ferme et met un terme à ses fugues répétées. Mais pas à ses rêves de mère. Les années passent et la jalousie grandit dans le cœur de Gaston. Le sentiment d'envie qu'il nourrit à l'égard d'Henri et de sa vie de fils aimé est comme une épine au cœur de Gaston. Les années passent. Il fait sa vie, se marie, a une fille, mais il garde cette rancœur. Quand enfin il a l'occasion de se venger, il n'hésite pas une seconde. La Seconde Guerre mondiale ? Oui, et son climat délétère, où on peut facilement dénoncer son voisin et prendre sa revanche. Alors Gaston dénonce Henri.
Il écrit des lettres anonymes et une enquête est lancée. C'est ça. Même si la mayonnaise a un peu de mal à prendre. Il est vrai que la police a du pain sur la planche à cette époque. Il tente de le dénoncer comme résistant, puis, comme cela ne marche pas, l'accuse carrément d'avoir assassiné Ursule. Alors, Ursule n'a jamais été assassinée? Demande Charlotte. Non, Ursule était juste un peu volage, et Henri très fier. Gaston s'est glissé dans la fente des apparences et des non-dits. Henri refusait d'avouer qu'Ursule l'avait quitté. Sauver la famille, coûte que coûte. Comment as-tu su tout cela? J'ai trouvé une lettre écrite de la main de Gaston, où il y avouait son rôle dans l'arrestation d'Henri. Quoi? La réaction d'Alexandre me confirma qu'il ignorait tout de cette lettre. Je la sortis alors de sa cachette et la lus à haute voix afin que chacun puisse en prendre connaissance. Alcide et Charlotte demeurèrent un long moment plongés dans le silence, s'appliquant à examiner tous les aspects de l'affaire. Alcide demanda: « Et comment on en arrive à Alexandre ?» Ce fut Charlotte qui répondit: « Alexandre est le descendant de Gaston. Il s'appelle en fait Alexandre Boussard. Son grand-père Michel a épousé la fille de Gaston Croisy, Jacqueline. Et lui, en écho, a hérité du second prénom de Gaston. Un point de résonance directe avec l'aïeul, comme le suggère la psychogénéalogie? Peut-être. En tout cas, il est probable que toute sa vie, il a été nourri des sentiments de haine éprouvés par son ancêtre. La haine en héritage. Il m'a trouvé facilement à cause de mon blog de généalogie. J'y avais consacré plusieurs articles à la famille Macréo. Il a vu l'opportunité de venger Gaston. D'ailleurs, il a failli réussir. Sans votre intervention... Je comprends maintenant pourquoi il tenait tant à ce que nous ne t'aidions pas dans tes recherches. Et l'ombre, celle dont tu m'as parlé et que tu as vue un soir. Je désignai Alexandre. Cela faisait plusieurs fois que je te suivais. Tu ne t'en es même pas aperçu, cracha Alexandre. Il s'était dressé à demi, la bouche tordue par le dégoût et les yeux troubles. Détrompe-toi, c'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille, et c'est pour cela que j'ai demandé à Charlotte de faire des recherches sur toi. Mais, et le dossier? Une simple mise en scène destinée à m'appâter et à camoufler ses véritables intentions à mon égard. Alexandre l'a placé là pour que quelqu'un de la famille le découvre en toute innocence, lors du tri familial en janvier, devant témoin de préférence, afin d'expliquer ma présence plus tard. Alcide fut un peu déçu que le dossier n'ait jamais vraiment existé. Ça aurait été une belle trouvaille archivistique, un dossier inconnu. La totalité des pièces du puzzle s'emboîtait, et tout soudain sembla évident. Sur la première haine familiale était venue se superposer une seconde. J'avais mis tellement longtemps à faire le lien entre elles et à les démêler. Ça avait failli me coûter cher. En commençant ces recherches, je n'avais absolument pas anticipé cette fin tragique. Le problème, quand on commence à creuser le passé, c'est qu'il faut être prêt à aller jusqu'au bout, quelles que soient ses découvertes. Chapitre Z. Zanzibar pour me changer les idées. Zanzibar pour me changer les idées. Zanzibar. Zanzibar! Un trek en Afrique, voilà ce dont j'avais besoin. C'était loin, des paysans. Zanzibar, la Tanzanie, le Grand Rift, le lac Natron et à l'horizon le Kilimandjaro. Rien de commun avec l'abri. Le rêve, ça m'a fait du bien. Charlotte rit un instant avant de revenir aux choses sérieuses. Tu as eu des nouvelles d'Alexandre? Oui, j'ai reçu une lettre. Il me demandait de ne pas le juger trop durement. Tu sais, je ne suis pas si mauvais au fond, personne n'est vraiment mauvais. En agissant comme je l'ai fait, je voulais seulement défendre ma famille. Ce genre de choses. Il avait l'air apaisé. Je pense que les soins qui lui sont prodigués lui font du bien. Pas de rancœur de ton côté? Oh, personne ne peut dire ce qu'il aurait fait à sa place. Élevé dans la haine générationnelle, difficile d'y résister, tu ne crois pas? Je ne jugeais pas Alexandre. Je pense qu'il était profondément meurtri et que le malheur peut vous détruire, petit bout par petit bout, aussi sûrement que la folie, jusqu'à vous perdre complètement. C'est cette souffrance lentement accumulée qui l'avait poussé à un comportement irrationnel. C'était un immense gâchis. Et puis, tout ce qu'il a simulé m'a incité à en savoir plus.
Sans lui, je n'aurais peut-être pas approfondi l'histoire d'Henri et de ma famille. Et je ne t'aurais pas connu. Le silence s'installa quelques instants. Envahi par les souvenirs de mon voyage, je racontais à Charlotte le Natron, le lac salé aux reflets rouges où nichaient les flamants nains, le cratère du Ngorongoro sur les pas de Karen Blixen, le petit déjeuner avec les éléphants. Et tu sais, le Grand Rift, c'est l'un des berceaux de l'humanité. Le premier hominidé y a été trouvé et décrit en 1925. À partir d'une souche commune, 2 lignées évolutives auraient divergé, aboutissant à l'ouest du Rift aux chimpanzés arboricoles et à l'est aux premiers hominina, puis aux australopithèques. Probablement l'origine du genre Homo. L'apparition de la bipédie serait une adaptation à la savane. Un peu plus loin, en Éthiopie, Yves Coppens a découvert Lucie, âgée de 3,18 millions d'années, longtemps considérée comme notre grand-mère à tous. Charlotte profita de ce que je reprenais ma respiration pour en placer une. Ouais, encore de la généalogie, quoi. Oui, un peu lointaine quand même. Confuse, je m'aperçus que je m'étais enflammée toute seule. J'avais pourtant promis de mettre un frein à mes passions. La dernière fois, ça m'avait entraînée un peu trop loin. Mon chat Sosa ronronnait sur mes genoux. Depuis notre mésaventure commune de l'été, il préférait mes genoux au fauteuil. Ce n'était pas très pratique pour moi, mais bon, je ne pouvais pas lui en vouloir. Ses côtes cassées s'étaient ressoudées et il s'en tirait sans autre dommage. Dans un geste devenu familier, il mit sa tête au creux de ma main, quémandant une caresse rassurante. « Bon, fais-moi signe quand tu reviendras par là. »« Avec plaisir. » Avant de raccrocher, j'entendis encore Charlotte qui pestait contre sa mèche de cheveux rebelles. Ma main perdue dans la douce fourrure de Sosa, je repensais à tous ces événements. Je n'avais pas été tout à fait honnête avec Charlotte. Je lui avais caché un sommeil particulièrement difficile à trouver depuis l'été, et des nuits très agitées lorsqu'enfin j'arrivais à m'endormir. Je ne savais pas si je remettrais les pieds au pays de mes ancêtres briards. Martine et les autres descendants du grand-père furent horrifiés d'apprendre les agissements d'Alexandre. Voulant effacer toute trace de sa terrible conduite, ils abrégèrent les travaux de la maison et la vendirent au plus vite. Avant la vente, beaucoup de post-it avaient disparu des meubles et objets de la demeure familiale. Les héritiers ne voulaient plus de ces symboles d'un passé trop encombrant. Je fus autorisée à y aller une dernière fois, avant que les nouveaux propriétaires n'investissent les lieux. Étrangement, je n'éprouvais plus aucune nostalgie, tout au plus un pincement au cœur. Le lieu était désormais pour moi attaché à trop de souvenirs pénibles. La maison de famille y avait grandement perdu de son aura. L'image romantique que je m'en faisais avait été sérieusement écornée par les événements de l'été. L'héritage est parfois à double tranchant. Quant à Alcide Baudin, j'éprouvais de la honte d'avoir soupçonné cet homme lors de notre première rencontre. Lui dont l'aide fut si précieuse par la suite. La seule chose qu'on pouvait lui reprocher, c'était une curiosité dévorante. Sur mon bureau se trouvait un carnet encore vierge. Cela faisait plusieurs jours que je restais paralysée devant la feuille blanche. Soudain, prenant une grande inspiration, je saisis un stylo. Les premiers mots furent couchés sur le papier. Bien sûr, j'aurais dû me douter ce jour-là que ce qu'il se passait n'était pas ordinaire, lorsque, au cœur de l'été, je déambulais dans la maison familiale d'Alexandre, en pays briard, guidé par la nostalgie, ignorant l'ombre menaçante. Alors que le début avait été si difficile, la suite coula presque toute seule. Le texte prit forme sous mes doigts, agissant sur mes blessures invisibles comme un baume cicatrisant. Plusieurs heures plus tard, ce fut comme si je me réveillais d'un long cauchemar. La nuit était tombée, tout était silencieux. Même Sosa et ses envies de croquettes n'avaient pas osé me déranger. Je mis un point final à mon texte. Le cœur apaisé, j'eus une dernière pensée pour Henri Macréo. Peu importe qu'il fût un assassin ou non, il a toute sa place dans mon arbre généalogique. Que ce soit celle d'un roi ou d'un pendu. Retrouvez tous les podcasts et les articles sur le blog Murmure d'Ancêtres.